Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous faisons une connexion vers le Canada et plus précisément à Montréal pour accueillir Marie-Ève Thuot qui a sorti un premier roman en cette rentrée littéraire qui s'appelle La trajectoire des confettis, sorti aux éditions du Sous-sol. Pour l'accompagner, nous avons aussi Adrien Bost qui est le fondateur et le directeur des éditions du Sous-sol. Je tiens à remercier, avant d'oublier, la délégation générale du Québec en France qui soutient cette rencontre. Nous avons aussi deux librairies partenaires, deux librairies parisiennes, une dans le 17e qui est la librairie de Paris et une autre dans le 18e qui est la librairie La Trappe-Cœur. Avant qu'on commence cette rencontre, je voudrais dire aux participants qui nous écoutent qu'ils peuvent poser des questions à Marie-Ève et à Adrien en utilisant le petit onglet Converser. Bonsoir Adrien, bonsoir Marie-Ève, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. Très bien, oui. Alors, pour commencer, on va parler avec Marie-Ève. Je ne sais pas si tout le monde vous connaît, mais je crois que vous avez un parcours atypique. Est-ce que vous pouvez nous dire deux petits mots sur votre parcours? Je crois que vous êtes musicienne et vous êtes lettrée aussi. Oui, j'ai fait des études universitaires en musique pendant plusieurs années. J'ai un bac et une maîtrise en composition et en musicologie. Et ensuite, je me suis réorientée. J'ai commencé un doctorat en littérature comparée qui est toujours pas terminé. Donc, j'y travaille encore. Et mon sujet de thèse, c'est la représentation de l'anéantissement de l'espèce humaine dans un corpus de romans et de films. Et en fait, j'ai pris une pause du doctorat il y a quelques années pour écrire La trajectoire des confettis. Parfait. Je vais rappeler que Adrien, vous pouvez intervenir à tout moment, hein. N'hésitez pas à prendre la parole. Donc vous avez sorti un premier roman qui, j'ai envie de dire, est surprenant à la fois par sa densité et par son originalité. Est-ce que vous pouvez essayer de nous le résumer très rapidement? Très rapidement. Oui, je vais essayer. En fait, c'est un roman choral donc qui entremêle les histoires d'une quinzaine de personnages qui ont pour la plupart des liens familiaux. Donc, ça se passe sur plusieurs générations. La majorité des histoires sont cadrées dans les années 2010, mais il y a des retours en arrière dans les années 1960, 80, 90 et même en 1899. Donc, ces moments-là servent à raconter des anecdotes de la vie des ancêtres, de la famille ou des parents, des grands-parents. Et puis, il y a un passage aussi en 2027, donc on est rendu dans le futur. Et donc, c'est ça, il y a une quinzaine de personnages, chacun donc vivent disons, comment dire, des moments, on raconte les moments de la vie où il se passe en fait c'est beaucoup en fait, des histoires, des histoires qui touchent au couple, à la famille, à la sexualité. Donc, par exemple, un des personnages principaux, Xavier, c'est un barman qui est chaste depuis une quinzaine d'années. Donc là, il va rencontrer un personnage qui est une femme mythomane qui va piquer sa curiosité et qui va ébranler donc c'est comment dire, son souhait de rester célibataire et chaste. On a aussi Xavier, qui est son frère aîné. Lui, on va le voir avec sa femme Charlie. Les deux sont en couple ouvert. Ils vivent différentes choses. Il y a Clara et Bastien, qui sont un couple tante-neveu. Il y a Rosalie, qui est la fille d'un des frères, qui, elle, va faire partie d'un groupe extinctionniste qui vont militer pour la disparition de l'espèce humaine de la planète. Donc, toutes les histoires sont entremêlées et explorent, disons, un réseau de thèmes communs. Voilà. Alors, je crois que vous avez choisi d'observer ces protagonistes sous un angle particulier qui est la sexualité. Je me trompe pas. Et j'ai envie de dire aussi que c'est aussi plusieurs générations d'une famille atypique qui explorent à la fois les normes de leur époque, subissent les violences de celles-ci et cherchent à les transgresser. Est-ce que c'est ça le fil conducteur de votre roman? Oui, disons que parfois, ils les transgressent un peu presque contre leur gré. Par exemple, Clara et Bastien, qui sont le couple qui sont tante et neveu, eux vont finalement transgresser certains tabous parce qu'ils vont tomber amoureux, mais disons que c'est un peu je veux dire, ils sont ensemble, mais c'est pas le but comme tel de leur relation d'être dans la transgression, mais ils vont l'être quand même. Pas Xavier, mais Zach et sa femme sont en couple ouvert. Encore là, disons que c'est dans une forme de transgression, mais c'est plutôt un désir de suivre leur instinct, j'aime pas le mot instinct, disons, suivre leurs envies, leurs convictions, leur vision de l'amour, du couple, de la sexualité. Certains personnages comme Rosalie, Damien, Lou et Oriane, donc eux, oui, c'est peut-être plus de la provocation. C'est des personnages qui sont une génération plus jeune, donc eux vont vraiment aller jouer sur des limites,
trucs plus, un peu plus, disons, ça va être hors norme de façon plus volontaire, plus recherchée, oui. Alors, il y a beaucoup de personnages dans ce roman. Est-ce que Mhm. c'est facile à construire? Je crois que vous avez écrit Alors, vous l'avez écrit en 2016, c'est ça ce roman, et vous l'avez écrit en 4 mois, et après, il y a eu 2 ans de travail dessus. Alors, Adrien pourra intervenir, puisque j'aimerais bien savoir aussi comment lui, il a reçu ce roman sur son bureau et pourquoi il a accepté de le prendre. Alors, je vais d'abord demander à Marie-Ève comment elle a fait pour imbriquer tous ces personnages, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Oui, ben, c'est un roman que j'ai écrit vraiment sous le coup de l'inspiration. Je n'avais pas prévu d'écrire ce roman à ce moment-là, en 2016. Et il y a une journée où j'ai eu l'idée de commencer une histoire avec une phrase, la phrase qui ouvre le roman, qui est « Je prendrai 3 cerveaux ». Donc, je voulais jouer sur l'ambiguïté du mot « cerveau » dans cette phrase. Et finalement, je me suis mis à écrire et j'ai créé le personnage de Xavier, puis en fait, ensuite le personnage de Zach. Et les personnages apparaissaient un peu un après les autres et les histoires se développaient. Puis après ce moment, j'ai compris que donc j'étais en train d'explorer un réseau de thèmes qui se déployait à travers différents personnages. Donc, j'ai vraiment suivi les idées comme elles venaient, les histoires, les intrigues, les personnages. Je n'avais pas nécessairement de projet au départ de faire un roman de 600 pages, mais finalement, avec le nombre de personnages, toutes les histoires, ça déboulait, ça s'enchaînait. Alors Et Adrien, comment vous avez eu, vous, ce livre qui est arrivé sur votre bureau et pourquoi avoir dit oui de publier ce roman en France? Alors d'abord, ce qu'il faut préciser, mais c'est ce que vous avez, ce que vous avez expliqué sur le processus d'écriture de Marie-Ève, à savoir l'extrême finalement rapidité d'écriture pour un roman aussi ambitieux, vaste, ample, mais en même temps le temps derrière d'édition, puisqu'il y a eu un premier éditeur pour ce livre, et qui a son importance, puisque c'est l'éditeur de Marie-Ève au Québec, et qui sont la maison d'édition Les Herbes Rouges, qui est une maison d'édition dont je suis les publications, mais comme d'autres, puisque vraiment il y a, je pense, en tout cas pour la littérature francophone, un renouvellement et une intelligence des publications de l'autre côté de l'Atlantique, avec des maisons comme, vous les connaissez, comme le Quartanier, comme la Peuplade, ou comme les Herbes Rouges, ou le Boréal, pour la plus ancienne, pas la plus ancienne d'entre elles, puisque les Herbes Rouges est une maison qui a son histoire, mais en tout cas qui a une littérature qu'on a vue publiée parfois d'ailleurs au Seuil. Je pense il y a plus d'une décennie avec Nelly Arcan ou d'autres auteurs comme Marie-Claire Blais, mais voilà, un lien qui s'est établi entre la France et le Québec, où parfois les livres sont publiés d'abord dans leur maison d'édition, puis ensuite dans une maison d'édition française, ou soit restent dans leur maison d'édition et sont diffusés en France. C'est le cas de la Peuplade. Donc, la maison d'édition, les éditions du Sol ont toujours eu un peu un lien avec le Québec, un lien pas direct, mais d'influence peut-être. C'est ce que je disais de quel côté on regarde et de quel type de publication peut-être on s'inspire. Et on avait eu la joie il y a quelques années d'ailleurs de publier en collaboration avec le Boréal une partie des œuvres complètes de Mordecai Richler, qui est un des grands écrivains anglophones du Canada, dont on avait vraiment eu cette joie de publier Solomon Gursky, par exemple. Et j'ai toujours gardé ce lien, dont avec certains libraires. Alors, c'est cette manière aussi d'avoir, peut-être qui se rapproche plus de notre façon de publier des livres étrangers, soit par nos lectures ou par des gens qui nous alertent. Et donc, un libraire du Québec qui défend nos livres et qui nous avertit de certaines publications m'avait parlé de La trajectoire des confettis comme l'un des grands chocs pour lui de l'année. Vraiment, donc avec un enthousiasme que je lui connaissais peu. Donc, j'avais demandé à ce moment-là aux Herbes Rouges de me transmettre le manuscrit. Et j'ai pu le lire assez rapidement. À ce moment-là, le livre avait déjà son histoire, puisqu'il il avait été extrêmement bien reçu au Québec et était en lice pour le prix des libraires, qui est un prix important au Québec. Et je l'ai lu avec un enthousiasme total, assez proche de celui du libraire en question. Assez impressionné aussi par une mécanique dont j'ai pu parler à Marie-Ève lorsqu'on s'est vu en France, qui m'a rappelé, et c'est là où je vois
aussi un renouvellement par la littérature québécoise, aussi de la littérature francophone, quelque chose qui était dans la mécanique, dans le roman choral, dans le mouvement ample, mais aussi la manière de brasser comme ça une thématique avant-gardiste, mais sans jamais être pesant dans la manière d'être dogmatique sur le questionnement des genres, le questionnement de la sexualité. Eh bien quelque chose qui se rapprochait presque plus de la littérature américaine, et c'est pas un gros mot dans mon Non, non. Et je pense à Franzen, alors c'est pas pour faire rougir Marie-Ève, mais voilà, ça m'a fait penser à Freedom de Franzen, plus qu'aux corrections, à Freedom vraiment, et je me suis dit que c'était pour nous, qui n'avions pas encore publié de romans francophones, une première manière d'imposer quelque chose comme un son un peu différent. Et voilà comment on s'est retrouvés. Et puis au même moment, après je m'arrête là parce que c'est surtout Marie-Ève qu'on a envie d'entendre, j'ai voulu le faire lire à quelqu'un d'autre dans la maison et je l'ai fait lire à Chloé Delhomme, qui avait un enthousiasme assez proche du mien. Et je me suis dit que vraiment il fallait qu'on y aille. Donc on a commencé à échanger avec Roxane, qui est l'éditrice de Marie-Ève. Et on a eu cette chance de la publier avant qu'elle ait ce prix des libraires au Québec et la publication en France, où pour l'instant l'accueil est plutôt oui, il est bon. Je crois qu'il est bon. Ouais. Puisque d'ailleurs, on va rappeler que Marie-Ève est en lice est finaliste pour le prix de Flore, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ouais. Ça. Alors moi, je voudrais me retourner vers Marie-Ève. Pour parler, j'ai lu quelque part que vous aviez dit que l'écriture doit être reliée à un thème. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu faire dans votre roman? Tourner autour de ce thème. Vous avez dit l'écriture doit être reliée à un thème. C'est très important. Dans le cadre de la trajectoire des confettis, c'est comme ça que je le pensais. En fait, le nombre de personnages et la façon dont les histoires se déploient, donc s'entrecoupent, s'entremêlent ou sont en parallèle, pour moi, ça... Donc, je le voyais un peu comme des blocs que je visualisais un peu comme une partition musicale. Et j'ai beaucoup lu l'art du roman de Milan Kundera, dans lequel il a une approche analytique de la littérature au niveau de la structure, où il va utiliser donc un vocabulaire qui appartient à l'analyse musicale, comme thème et variation, motif, polyphonie, contrepoint. Donc, ce genre d'idée me parlait beaucoup quand je lisais ça, et je pense que c'est une façon que j'ai eu de lire beaucoup de livres dans ma vie. Et donc, quand je l'écrivais, j'avais cette idée un peu de thèmes et variations. Donc, c'est plus... Donc, c'était une façon pour moi de penser la structure, l'ensemble, surtout avec le nombre de personnages, et ça me permettait de renforcer certains liens entre des histoires en les voyant comme, disons, c'est ça, comme si toutes les relations entre les personnages, les intrigues étaient des variations sur un réseau de thèmes. Comme si c'était une grande partition, en fait. Vous êtes servi de vos études de musicologie, transposer sur le papier toutes ces thématiques et tous ces personnages. Et moi, j'ai une question sur ces personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages masculins. Comment on fait, quand on est une femme, pour se mettre aussi bien dans la tête de tous ces hommes qui ont je ne sais pas si on peut dire des vices, ils ont des particularités. Comment on fait? Est-ce que vous croyez, et ça, je crois aussi que vous avez eu cette réflexion, est-ce que vous croyez que quand les hommes écrivent dans la tête des femmes, ils se posent autant de questions que vous êtes posées pour écrire à la place des hommes? Oui, c'est une grande question. Quand j'écrivais mon roman, en effet, je me demandais souvent, là, bon, est-ce que je rends bien les personnages masculins? Est-ce que je rends bien la façon dont ça se passe dans leur tête, dans leur vision? J'ai fait lire à quelques amis hommes pour avoir leur opinion. Mais disons que je me posais beaucoup de questions, mais je me faisais quand même confiance aussi. Disons que j'ai lu probablement dans ma vie beaucoup plus de livres écrits par des hommes que par des femmes. Quand j'ai fait ce qu'on appelle le cégep au Québec, c'est donc programme d'études quand on a 17, 18, 19 ans. Donc, j'étais en arts et lettres, donc c'est le programme de lettres. J'ai repensé à ça des années plus tard. On lisait vraiment plus d'hommes, sur peut-être
80 livres que j'avais lus sur 2 ans, j'arrive à me rappeler de 2 livres écrits par des femmes. Donc, c'est vraiment minoritaire. Et après ces études, bon, je me suis dirigée par des études en musique, mais j'ai continué à lire des livres et j'avais vraiment été formée donc, dans ces années-là. Donc, ça, c'est la fin des années 90. Et donc, je continuais à lire genre, des grands noms, des classiques. Et donc, c'était vraiment plus des hommes. Et c'est vraiment autour de 30 ans que j'ai une espèce de prise de conscience, que j'ai réalisé à quel point c'était disproportionné, que j'ai commencé à m'intéresser davantage à des livres écrits par des femmes. Puis aujourd'hui, je dirais que c'est quelque chose qui est naturel et je lis probablement à peu près autant d'hommes que de femmes, et je les lis de la même façon, mais disons quand même, donc pour la question, je m'éparpille un peu, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que un peu malheureusement, dans jusqu'à 30 ans, ma culture littéraire était vraiment plus composée donc, de livres écrits par des hommes. Donc, dans un sens, j'avais des points de vue littéraires masculins qui mettent en scène des hommes et des femmes. Et donc, ça, c'est sûr. Bon, le cinéma aussi, enfin, tout ce qu'on voit. Puis, donc, oui, je me posais des questions, c'est sûr, mais je me suis fait confiance. Je vais quand même relire, surtout pour des choses qui concernaient vraiment des passages où c'est vraiment très lié à la sexualité pour les personnages masculins, parce que, bon, c'est peut-être plus délicat de se mettre dans la peau d'un homme pour ces thèmes, ces scènes-là. Mais donc, oui, c'est un mélange je dirais, de ce que j'ai considéré que j'avais comme expérience des hommes, autant de ce que des gens, je veux dire, des amis, ou fait, des ex-copains et tout ça, que de mes lectures. Et oui. Et est-ce que les hommes se posent autant de questions quand ils mettent en scène des personnages féminins? Ben, je sais pas, je tendrais à croire que depuis un moment, de plus en plus, je ne sais pas si les auteurs du 18e ou du 19e siècle doutaient, parce qu'à cette époque-là, j'ai l'impression que le savoir était de toute façon du côté des hommes. Donc, est-ce qu'ils avaient des doutes? Je ne sais pas. Mais je pense que depuis, en tout cas, quelques années ou quelques décennies, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus présent comme question, oui. Le point de vue duquel on écrit. Votre roman, c'est pas qu'une fresque familiale, c'est aussi, moi j'ai envie de dire, une fresque sociale. Parce que vous faites un balayage quand même qui est énorme. Vous partez de 1899 pour aller en 2027. Est-ce que la partie de 2027 rejoint pas un peu votre thèse de doctorat? Parce que je crois que l'imaginaire de la fin du monde, c'est un peu votre truc, ça. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu aussi mettre à la fin de votre roman? Parce que c'est assez court d'ailleurs, mais est-ce que c'est ça que vous aviez envie de mettre aussi? Oui, c'est sûr qu'il y a il y a une influence de mon travail et de mes lectures que j'ai faites pour ma thèse qui ressort dans cette dernière partie-là. Mais en même temps, c'est toujours lié à l'idée de variation sur des mêmes thèmes, parce que la fin du monde, j'ai lu et vu énormément de films, et donc il y a différentes choses qui reviennent sans arrêt. Je ne sais pas, des comètes qui menacent la Terre, des astéroïdes, ou sinon c'est un effondrement écologique. Ça peut être des cataclysmes comme des déluges ou des choses comme ça. Et en tout cas, il y en a vraiment plusieurs. Et une des choses, c'est une forme d'effondrement de la fertilité. Je pense à un film comme... Fils de l'homme. Comment? Le Fils de l'homme. Oui, voilà, c'est ça. Je cherchais le titre en anglais, mais oui, c'est ça. Ce film-là, c'est justement, donc, il n'y a plus personne de fertile. L'être humain le plus âgé a 18 ans. Et donc, en fait, c'est un peu le moteur du film. Et donc, quand j'ai écrit La trajectoire des confettis, je suis allée chercher le thème donc, de la reproduction, de la fertilité ou stérilité, pour l'intégrer donc dans la dernière partie par la secte extinctionniste. Eux, en fait, c'est une secte qui vont militer pour que tous les êtres humains se fassent stériliser de leur plein gré, pour ne plus être fertiles, pour mettre fin à l'espèce humaine. Donc, c'est un peu l'inverse que dans le film dont j'ai parlé. Mais donc, oui, donc, il y a un lien avec ma thèse, mais en même temps, j'ai été chercher les éléments qui, disons, un angle qui s'intégrait dans le réseau thème de la famille. En fait, la procréation, mais aussi la castration, c'est 2 thèmes qui reviennent à travers plusieurs personnages.
En fait, votre roman, c'est un roman puzzle, parce qu'il y a beaucoup de thèmes. Il y a quand même l'amour, les tabous, la liberté. Alors, la liberté, c'est aussi un fil très important de votre livre, la liberté des femmes. Ça Mhm. aussi, c'était important pour vous d'intégrer ce sujet qui est fort et d'avoir votre regard féministe dessus? Oui, c'est quelque chose qui m'intéressait comme thème et aussi mais comme qu'est-ce que ça pouvait donner comme, disons, déploiement romanesque. Et je voulais pas le faire d'une façon trop, trop, trop lourde ou militante ou trop. Je voulais que ça soit quand même naturel, que ça se fasse à travers des moyens du roman. Donc, c'est-à-dire, je pense que les personnages sont libres. J'espère que c'est pas trop appuyé dans le récit. Donc, on voit différentes, je pense à un personnage comme Charlie ou Raphaël, donc c'est des femmes qui mènent leur vie vraiment comme elles l'entendent. Euh, mais ben, il y a des personnages d'hommes aussi qui le font, mais oui, donc j'ai perdu la question. Si c'était quelque chose d'important pour moi, oui, oui. J'avais envie de personnages, autant hommes que femmes, des personnages qui sont un peu, qui jouent sur des limites, pas seulement des limites, donc des normes sociales, mais qui sont des personnages un peu, en fait, qui à leur façon sortent des normes, pas toujours en le voulant, mais oui. Parce que vous remettez quand même en cause tous les clichés qu'on a sur l'amour. Et alors, moi, j'ai une question. Quelle est la différence entre s'aimer en 1980, 2015 et 2027? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une continuité? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi pour vous? S'aimer en 1980, 2015 et 2027? Si c'est mieux, si c'est mieux, je sais pas. Ben non, en fait, oui, oui, je veux dire, je vais 2027, c'est une projection, là, donc c'est une autre, une époque que donc j'ai inventée, je veux dire, dans la façon dont les personnages se comportent. Ben, je pense que quand on lit le roman, bon, ça reste un roman, je ne sais pas de défendre une thèse ou de vraiment illustrer quelque chose de, disons, de l'ordre du pamphlet. En fait, je sais que ça reste avec des moyens romanesques, mais je pense que oui, je pense qu'en lisant, on voit qu'il y a cette idée quand même que les choses, en fait, disons, les choses qui sont liées à la condition féminine, il y a une forme de liberté qui est de plus en plus accessible et assumée à travers les personnages féminins. Je pense par exemple au, à la médicalisation de l'avortement, puis le développement et la légalisation des moyens de contraception. Et le rapport à la famille, le rapport à la sexualité, il y a comme une certaine aussi la façon dont l'acceptabilité sociale des divorces. Donc ça, ce sont des choses, ça sonne un peu lourd dit comme ça, mais ça traverse le texte et oui, ça oriente donc la vie des personnages. Donc je pense oui, qu'il y a une forme de progrès au niveau des libertés, de la liberté. Oui. En tout cas, vous avez une écriture très fluide et il y a une chose qui est romane, c'est que vous savez raconter les histoires, parce que là, on rentre du début jusqu'à la fin. Avant qu'on passe aux éditions du sous-sol, je voudrais juste qu'on revienne sur le titre, La trajectoire des confettis. Est-ce que le confetti, pour son effet éphémère ou parce qu'il retombe au hasard? C'était vraiment l'idée du hasard, oui. Donc, puis la trajectoire, ça, c'était un peu une espèce de parallèle avec l'idée d'un arbre généalogique, donc une trajectoire qui se déploie sans trop qu'on puisse prévoir le- la direction. Donc, c'est un mélange de ça, oui. Puis, donc, la trajectoire des confettis, il y a aussi donc, le mot confetti qui était pour. À un certain moment, on va apprendre dans le texte de quoi les confettis sont le symbole. Donc, pourquoi on lance des confettis dans certains moments. Donc, oui, ça évoquait un peu ça. Le hasard, oui, très important. Là, je vais faire un pont, je vais me tourner vers l'éditeur. On va parler édition, on va parler des éditions du sous-sol qui ont été fondées en 2011 donc par Adrien Boss, vous êtes le fondateur et le directeur. Et en 2014, vous êtes devenu un département du Seuil. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la trame, sur la ligne éditoriale justement des éditions du sous-sol? Alors, les éditions du sous-sol, elles sont nées donc en 2011, comme vous l'avez dit. Elles sont nées d'abord vraiment d'une envie, donc d'une ligne éditoriale assez précise. C'était l'envie de voir traduit un type de reportage littéraire qu'on trouve principalement dans les journaux américains ou dans des revues anglaises ou américaines, de ce qu'on appelle le journalisme narratif, le grand reportage.
Et à ce moment-là, d'autres maisons, bien sûr, publiaient ce type de reportage, dont l'une dont je suis issu indirectement, qui sont les éditions Alia, puisque j'avais été à la fois formé aux éditions Alia, assez proche de son directeur, Gérard Bérébi, et qu'à ce moment-là, des reportages parus dans le New Yorker ou dans d'autres revues avaient fait l'objet de petits livres publiés par les éditions Alia, et c'était le cas pour David Grahn, par exemple, ou William Langewiesche ou Mark Seal, qui avait été publiés par Alia. Et la maison s'est créée, et pour l'anecdote, s'appelle Sous-sol aussi parce que c'était dans le sous-sol des éditions Alia qui m'avait à la fois prêté le lieu pour débuter et aussi évidemment pour un clin d'œil au carnet de Dostoïevski, les carnets du sous-sol. Mais bon, c'était géographiquement, ça nous plaisait assez l'idée d'être dans quelque chose de l'ordre d'une marge, ou du moins d'une forme d'underground, si on peut l'appeler comme ça. Et c'est né vraiment de ça, et avec une envie au départ, c'était de créer une revue qui puisse accueillir ces types de reportages. C'est des reportages qui sont un peu trop courts pour faire l'objet vraiment d'un livre complet, et trop longs pour faire l'objet d'une publication intégrale, parfois dans un magazine. Donc on a créé une revue qui s'appelait Feuilleton, et qui était assez proche de revues anglaises comme Grenta, mais aussi assez proche, en tout cas dans leur modèle de diffusion, de 21 qui venait d'arriver en France, et avec un immense succès des arènes qui avait ouvert la voie et permis à ce type de publication d'exister. Donc voilà comment les MOOC, quelque part. Voilà ce qu'on a appelé les MOOC, les livres magazines, les revues, les trimestriels. En tout cas, c'était un petit peu le courrier international des revues, Feuilleton. C'était vraiment ce type. Il y avait des nouvelles, il y avait des reportages. Et puis, voilà, comme toute maison, mais d'ailleurs, pas mal de maisons sont nées avec des revues. Je pense que si on reprend l'histoire de maisons d'édition, c'est aussi un lieu. Une revue, c'est un lieu. C'est un lieu où se croisent des écritures, où des rencontres se font. C'est assez vivant. Le rythme trimestriel oblige aussi à ce que ça soit vivant, rapide. Et c'est aussi pour ça que c'est très plaisant. Et donc, entre 2011 et 2013, c'était vraiment les balbutiements de la maison. Et en publiant ce type de reportage, on s'est rendu compte que, évidemment, que ces grands auteurs de reportages étaient publiés en France. Je pense à Hunter Thompson chez Tristram, à des auteurs dont j'ai cité comme David Grahn, mais aussi évidemment comme John Didion chez Grasset. Enfin, je pourrais continuer tous l'été, mais qu'il n'y avait peut-être pas de maison qui puisse regrouper sous une seule bannière ce genre-là. Et donc, en fait, d'une envie, d'un hasard de publication, sont nées l'envie de faire des livres. Et le premier a été un reportage qu'on avait publié dans Feuilleton, qui était de Guy Tallez, un des mythiques grands reporters américains, qu'on peut comparer un peu à Tom Wolfe, le père de ce qu'on a appelé le nouveau journalisme. Et Guy Tallez était, disons, une légende aux États-Unis pour un reportage assez étrange qui s'appelle Sinatra a un rhume, et qui est un portrait de Sinatra sans jamais le rencontrer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas approcher de Sinatra, qu'il doit faire un grand show pour la télé américaine. C'est le moment de son deal avec Mia Farrow. Tout ça peut paraître très anecdotique ou trivial, et en fait, par l'écriture, par le truchement aussi de ces rencontres et de cette capacité à tourner autour du personnage qu'il ne peut atteindre, eh bien, il fait un reportage bien meilleur que d'autres, et crée des techniques s'appuie sur des techniques qui relèvent plus du roman. Donc, de camper des scènes, d'introduire, d'avoir cette subjectivité, cet appui de la psychologie des personnages, et cette manière d'écrire très fouillée. Et il est un petit peu le père de ce type de reportage qui après sera théorisé par Tom Wolfe sous la bannière Nouveau Journalisme. Donc en fait, la maison d'édition est vraiment née de la découverte de ce texte, de se dire non mais on va peut-être le publier nous, ça serait dommage de ne pas le faire nous. Et donc deux collections sont nées, une pour la non-fiction et une pour la fiction. Et au même moment, pour la fiction, disons, c'était toujours cette volonté de publier des voix qu'on publiait d'ailleurs sous forme de nouvelles dans la revue, et qui étaient un peu avant-gardistes, jamais tièdes, parfois formalistes, avec une volonté vraiment de bousculer des codes, en tout cas de proposer quelque chose de nouveau. Et on a commencé avec un livre
extrêmement fort, extrêmement, disons, audacieux, qui est celui de Ben Marcus, l'alphabet de flamme, qui d'ailleurs a à voir avec la question de l'effondrement, ou du moins de la maladie, puisqu'il s'agit d'un roman, d'une dystopie, comme on dit, d'une dystopie qui met en scène une maladie qui se propage parmi les gens, qui, à l'inverse peut-être de celles qui traversent nos vies et pour lequel on se permet quand même d'envoyer nos enfants dans les collèges ou dans les lycées. Là, c'est une maladie qui se transmet uniquement par les enfants et qui est une maladie qui brouille le langage et le détruit, ce qui est assez passionnant d'un point de vue romanesque, puisque c'est la recréation d'un alphabet, la recréation d'une... et aussi de quelle manière on se détache de ses propres enfants parce qu'ils deviennent un danger. Donc en fait, ça crée quelque chose de très trouble moralement dans ce livre. Et c'est un livre qui, tout de suite, avec celui de Guétalès, ont marqué l'ambition de la maison. Voilà, ça c'est le départ. Évidemment, comme toute maison, c'est agrégé des livres qui rentraient ou pas dans ces cases, et on ouvrait de nouvelles cases avec des envies qui... Voilà, bon, on se disait que quand un roman n'est pas vraiment dans la ligne, mais qu'on se sent à la fois la capacité, mais surtout l'enthousiasme de le défendre, on crée une... on pousse les murs et on fait un peu de place. Donc, pour aller plus vite, parmi les publications qui ont un peu marqué la maison et qui ont fait son histoire pour une maison qui maintenant va avoir 10 ans l'année prochaine. Donc, la maison a intégré le Seuil en 2014, ce qui lui a permis vraiment une certaine assise, puis vraiment de plus se concentrer sur les aspects éditoriaux, ce qui a été un soulagement. On a pu publier un livre merveilleux qui est le livre de William Finnegan, Jour barbare. Alors, j'ai fait de la mise en scène, donc il est là. Oui, il est là. On le voit. Qui est un livre qui est peut-être un des livres qui a le plus marqué l'histoire de la maison, en tout cas qui reste à ce jour son plus grand succès de librairie, aussi en poche, et qui est un livre qui, là aussi, sous un sujet qui peut apparaître comme spécialisé ou un sujet qui n'intéresserait que les passionnés, à travers une passion qui est celle de William Finnegan pour le surf, une passion qu'il a longtemps cachée parce qu'il est grand reporter au New Yorker. Je peux juste remontrer la couverture que tout le monde le voit. Moi, je le connais, mais que tout le monde le voit. Voilà, merci, pardon. Et disons, William Finnegan décide de revisiter sa vie, de la re-raconter, et avec une incroyable écriture, puisque ce qui gouverne à nos choix, ce qui paraît une lapalissade pour une maison d'édition, mais bon, c'est bien de le rappeler, c'est la prégnance de l'écriture, vraiment. Et je pense que nombre de livres qui avaient des histoires absolument incroyables, mais une écriture assez, disons, qui ne nous marquait pas, on a pu les laisser passer volontairement. Ce qui nous importe, c'est ce qu'ils apportent d'un point de vue aussi d'écriture. Et le livre de William Finnegan est une traversée des années 70, 60, de la contre-culture, d'un gamin de Hawaï et de la Californie qui va se passionner pour le surf et décider, un peu comme dans Into the Wild, ça emprunte à ce genre-là, de parcourir le monde avec un ami à la recherche de la vague parfaite. Et il a cette capacité à raconter, à redécrire une vague sans jamais la décrire de la même manière et avec pour le lecteur, c'est très gratifiant parce qu'on est vraiment embarqué et on perçoit ce que c'est que cette passion dangereuse. Mais en même temps, c'est un grand livre sur la filiation, sur le rapport au temps perdu, au temps que l'on perd volontairement. Et c'est un livre assez... moi, auquel je repense beaucoup, et je sais que beaucoup de nombre de lecteurs aussi. Donc ça, c'est un livre qui a compté pour la maison, mais de nombre d'autres livres ont compté. Et pour citer 2 publications plus récentes, l'année dernière, on a pu publier un livre important pour la maison qui a été Ordessa de Manuel Villas, qui a eu la chance d'être couronné du prix Femina. Et qui est un livre aussi, alors peut-être c'est ce qui se dessine comme une ligne éditoriale aussi indirecte de la maison, mais qui est profondément marqué au-delà de la non-fiction, au-delà du récit de soi, qui est marqué, parce que ce n'est pas le cas de Marie-Ève, ce n'est pas le cas d'autres romans, mais qui est marqué par une volonté farouche
de chercher une vérité, de chercher profondément à toucher une vérité, ce qui est le cas aussi d'une autre autrice importante de la maison qui est Maggie Nelson, qui est de cerner quelque chose de soi-même à travers l'écriture. Donc, c'est le cas dans Les Argonautes, c'est le cas dans Bleuet, et c'est le cas dans Une partie rouge. Donc, Ordessa et le livre, l'élégie magnifique, le tombeau, si on doit reprendre un terme littéraire, d'un homme qui est un orphelin de 50 ans. Et voilà, un homme qui ne se remet pas du décès de ses parents, et que l'on soit un enfant ou un adulte, il ne s'en remet pas de la même manière. Et il va raconter ses parents et leur offrir ce tombeau à travers une écriture qui emprunte autant disons, à ce récit-là qu'à la poésie, puisque des morceaux de poésie sont inscrits, ça marche par fragments, ce sont comme ça des moments qui sont racontés. Voilà, il y a quelque chose de la quête d'une vérité profonde et que peut-être la littérature se situe là. Elle se situe dans cette manière d'affronter une vérité jusqu'à la honte, jusqu'à ne jamais mentir d'une certaine manière. Et ça, on le ressent, que ce soit dans une fiction que dans une non-fiction, comme on peut dire. Et tout récemment, Déborah Lévy. Oui, ce que j'allais dire. Cette rentrée littéraire, vous avez choisi 2 femmes, Déborah Lévy d'un côté et Marie-Ève Thiot de l'autre. Déborah Lévy qui vient de recevoir avec ses 2 livres le prix Fémina étranger. Et on espère que Marie-Ève ira jusqu'au bout pour le prix de Flore. Donc, il y a peu de publications chez vous, mais il y a quand même des publications de qualité et qui ont des prix. Et ça, c'est important quand même pour des petites maisons d'édition, non? Ah bah je ne sais pas si c'est important, en tout cas c'est assez génial pour la maison. Ça offre, disons, ça permet à nos livres qui, de fait, rencontrent leurs lecteurs en dépit ou pas de prix, de promotion, en tout cas, ont des libraires qui s'attachent à faire découvrir nos livres et qui expliquent notre démarche. Donc, on publie peu. Hein. C'est une maison qui a fait ce choix-là de publier environ 10 livres par an, considérant qu'on est en capacité de seulement défendre, déjà en défendre 10, et que c'est nos choix qu'il n'y a pas tellement de doute, en tout cas pour un lecteur, lorsqu'il prend un livre des éditions du sous-sol, le choix et l'enthousiasme est total. Sinon, c'est, entre guillemets, puisqu'on a 10 livres par an, on ne peut pas se permettre autrement d'avoir cet enthousiasme. Donc, les prix sont, en tout cas pour Ordessa ou pour Déborah Lévy, de grandes chances, parce que ça permet de faire découvrir ces textes à d'autres lecteurs qui ne seraient pas allés peut-être, en tout cas dans un premier temps. Et ce qui nous réjouit, disons, c'est que la cohérence que l'on cherche dans nos rentrées, qui n'est pas une cohérence pour annihiler ou pour faire rentrer tout le monde dans une même thématique, eh bien, est entendue par les lecteurs, les jurés, par les journalistes. On publie peu, comme je le disais, mais aussi dans nos rentrées l'année dernière, on a proposé 2 livres. C'était Ordessa et Maggie Nelson avec Bleuet. Et indirectement, se dessinait quelque chose d'un rapport à la couleur dans ces 2 livres. Ordessa, c'était une sorte de deuil passé au filtre jaune. C'est une couleur qui revient et c'est un peu la couleur de ses souvenirs, pour reprendre une expression de Pastoureau. Eh bien, Maggie Nelson, c'est la couleur du deuil amoureux, c'est celui du bleu. Dans les 2 livres que l'on présente cette année, on n'a pas cherché à les faire là aussi rentrer dans un carcan thématique, mais quand je pense à la phrase qu'on a choisie de placer en rabat du livre de Marie-Ève, qui est tant que les êtres humains chercheront à se posséder, on en restera là. Enfin, pardon, je ne sais pas exactement la phrase, mais voilà, ça dit le rapport aussi à la domination, à la possession et de la manière de le dépasser. Eh bien, il y a quelque chose de cette libération qui s'exprime dans les 2 livres et de la manière de bousculer les carcans, de bousculer les normes. Et c'est le cas aussi pour Déborah Lévy, dont Le coût de la vie ou Ce que je ne veux pas savoir sont 2 livres forts qui, par exemple, pour Le coût de la vie, racontent ce que c'est pour une femme de choisir, après avoir construit un foyer dont tous les membres s'y trouvent à l'aise, sinon la seule qui peut-être s'y trouve prisonnière est celle qui l'a construit, eh bien, de choisir le prix de la liberté qui a un certain coût, y compris quand on écrit, quand on se retrouve
dans cette situation, cette position, et aussi voilà, avec une écriture qui est une écriture... Moi, je voulais juste dire qu'il y a une magnifique traduction de Céline Leroy quand même sur Déborah Lévy, il ne faut pas oublier. Et ça me permet une transition. J'ai lu que Frédéric Beigbeder avait dit du livre de Marie-Ève qu'il c'était un livre français traduit du français. Est-ce que vous avez changé beaucoup de choses justement dans ce livre par rapport à la traduction? Est-ce qu'il y a des termes québécois que vous avez transposés en français? Il y a eu beaucoup de changements ou pas? C'est la question que je me suis posée. Beaucoup non, parce que d'ailleurs il nous a demandé quand il a fait son article de de lui envoyer des exemples. Beaucoup, je dirais ouais, je sais pas, une cinquantaine peut-être. Ça a été des échanges avec Marie-Ève et son éditrice. Simplement, on n'a pas voulu châtrer ni changer, mais on voulait garder un certain aussi certaines sonorités qui étaient des choix de Marie-Ève, mais il y avait des choix qui étaient des expressions qui, c'est pas qu'elles étaient peu compréhensibles, mais bon, éloigner le lecteur ou l'arrêter dans sa lecture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait pour la traduction de Mordecai Richler. Je pense que c'est important d'opérer quelques ajustements quand on peut le faire, parce que, mais il faut le faire avec l'auteur. Il faut le faire avec l'auteur pour qu'elle... Donc c'est Marie-Ève qui a traduit ces mots ou pas? Il y a eu des propositions, et enfin Marie-Ève va le dire, mais Marie-Ève va bien veiller à ce que ces corrections, disons, n'aient pas, comme tout est pensé dans ce roman, vraiment, ne trouble pas, disons, l'architecture d'ensemble. Marie-Ève, vous voulez dire un petit mot sur votre traduction? Si on peut appeler ça une traduction. Oui, c'est une adaptation, Une mais adaptation. oui, moi, non, ça me choquait pas là, de devoir changer des mots. C'est un roman qui est très long. Je pense que la complexité, elle est au niveau du nombre de personnages, la structure, l'éclatement des histoires, la façon dont les choses se déploient. Et donc, je ne trouvais pas que de ralentir la lecture pour le lecteur français avec des mots qui sont pas usuels en France, je trouvais que c'était pas très... je trouvais que c'était mieux que la lecture puisse être le plus fluide possible sans qu'on s'arrête sur des mots qui, au fond, ont des équivalents qui simplifient la lecture. Je vois que Frédéric nous a rejoint pour les questions. Oui, je vous ai rejoint parce que j'ai une question qui traverse un petit peu ce que vous êtes en train d'évoquer. C'est-à-dire que Hélène voudrait savoir, bon, on parle souvent de la défense de la langue par les Québécois, des formules qu'on n'utilise plus en français ou des formules anciennes. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous vous sentez investi dans une certaine défense de la langue? D'autant qu'en plus, vous avez quand même une proximité avec l'anglais qui est très forte et je dirais même géographiquement, ils sont très près de vous. Comment ça se passe? J'ai l'impression qu'il y a un intérêt des lecteurs français pour savoir comment se sentent les écrivains québécois par rapport à ça. Je pense que oui, j'ai les écrivains québécois, il y a une volonté de protéger la langue. Il y a aussi en fait, c'est une grande question. Mais disons que pour moi, c'est pas la même chose de vouloir publier un livre en français au Québec dans un contexte où, oui, on est comme entouré de pays ou de provinces où c'est l'anglais qui domine et tout ça, et que mon roman soit adapté au public français. Donc, je me souviens pas bien. C'est comme deux choses pour moi. Ça n'était pas lié parce que la personne, quand elle m'a posé la question, c'était avant que vous parliez de ça. Mais simplement, voilà, il y avait une chose similaire voilà, dans votre discussion et votre évocation de la langue et du fait de traduire en français, ou en tout cas d'adapter au français, et dans le fait de défendre la langue de façon, je dirais, la langue francophone pour le coup. Oui, c'est des questions qui sont très comme... je sais pas comment... mais comment je pourrais dire? Je peux pas parler au nom des autres auteurs non plus. Bien sûr. Mais je remarque une certaine
disons que pendant un moment, là, les auteurs québécois se sentaient sans doute... disons qu'il y avait un effet de défendre la langue, de défendre le français. Et puis, mais depuis quelques années, j'ai l'impression que dans enfin, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je lis beaucoup de littérature québécoise, donc publier des choses assez contemporaines. Et j'ai l'impression qu'on retrouve de plus en plus de mots empruntés à l'anglais, des choses qu'on utilise ici. On fait des mélanges. Et par exemple, une question qui s'était posée par rapport à mon roman, parce qu'il y a quand même des mots en anglais qui sont utilisés soit dans les dialogues ou peut-être même à certains moments dans la narration. Et pour l'édition au Québec, on s'est demandé si on les mettait en italique ou non. Moi et mon éditrice, parce que ça, c'est une tendance dans l'édition depuis quelques années de ne pas mettre les mots en anglais en italique, mais donc pour qu'ils soient sur la même police que tout le reste, donc pour ne pas leur donner un effet d'étrangeté avec l'italique, puisque ça fait partie de la langue. On a un, Courante. oui, c'est ça. C'est sûr, on est entouré donc, de locuteurs anglophones. Donc, et donc, au fond, j'aurais pu choisir enfin, un des deux choix éditoriaux, donc vouloir l'italique ou non. Et finalement, je ne sais pas ce qui est arrivé avec la. J'avoue que je ne sais pas pour la version des éditions du sous-sol, si l'italique des mots en anglais était mis, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, au Québec, donc on avait décidé de ne pas les mettre en italique. Et pour moi, c'était un choix qui me semblait cohérent. Donc, Il correspond à une réalité moderne. ça correspond à une réalité moderne, mais ça faisait en sorte que justement, cette espèce d'idée qu'il y a une langue à défendre, le fait d'enlever l'italique, pour moi, ça démontrait que une certaine confiance finalement que même si on utilise plein de mots en anglais, ça ne va pas détruire notre langue, ça ne va pas la menacer, parce que je pense que la culture québécoise francophone se maintient malgré tout. Pour tout le temps, enfin, je veux dire qu'il y a plein de mots qui viennent d'ailleurs, de l'allemand, des Indiens taïnos, des mots qui viennent d'ailleurs, il y en a dans toute notre langue de toute façon, de l'arabe, voilà, il y a beaucoup de choses. Oui, mais c'est sûr qu'il y a eu pendant plusieurs décennies avec les mouvements séparatistes au Québec et tout ça, il y a eu un moment clairement où il y avait, on était peut-être, il y avait peut-être une forme de volonté de défendre de tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose a changé dans les dernières années. Peut-être j'ai un manque de recul aussi, mais c'est mon impression. Alors Béatrice, je voudrais savoir ce que vous lisez, les auteurs que vous aimez. Parce que il y en a vraiment beaucoup. Évidemment, j'ai mentionné Milan Kundera, qui est un auteur que j'ai lu plus quand j'étais, disons, proche autour de 20 ans, 25. J'ai lu donc, tous les romans, les essais plusieurs fois. Donc, ça, c'est un auteur qui a clairement eu une influence sur moi pour ma façon de penser la structure de mes romans, la façon de mêler des passages plus comme de la narration avec des bouts plus essayistiques et tout ça. Sinon, j'ai beaucoup lu. Je sais pas qui il y en a tellement. J'aime beaucoup, disons pour la littérature française, j'aime beaucoup Michel Houellebecq, Virginie Despentes. J'ai lu, mon Dieu, on a parlé de Maggie Nelson tantôt, dont les traductions sont aux éditions du Sous-sol. C'est quelqu'un que j'ai lu beaucoup c'est ce que j'ai découvert peut-être il y a 2 ans. Donc, j'ai lu les livres. C'est toujours une question qui prend le cours. Sinon, Et ça ne vient pas forcément sur le moment où on vous la pose. Hein? Ça ne vient pas forcément sur le moment où on vous la pose. Oui, exactement. Mais non, mais si je devais nommer donc quelques noms, les auteurs, j'ai beaucoup lu au travers de ma vie, je dirais oui. Donc, Milan Kundera, Dostoïevski, j'ai dit tantôt Houellebecq, Virginie Despentes, et plus récemment, parce que ça change avec les époques de la vie, mais
ouais, avant d'écrire mon roman, en fait, avant d'écrire La trajectoire des confettis, l'été qui a précédé, j'avais lu par hasard 3 romans de forme chorale. Euh, C'était Apocalypse bébé et aussi Vernon Subutex de Virginie Despentes. Et j'étais, bon, c'est donc ces deux, et j'étais tombée aussi sur Station Eleven de Emily St. John Mandel, qui est une auteure canadienne. Et j'avais lu aussi Purge de Sophie Oksanen, qui est donc c'est peut-être un peu moins choral, Sophie Oksanen, mais quand même aussi, oui, moi je dirais que donc, ça se rapproche beaucoup de la forme chorale. Donc c'est vraiment un hasard. J'ai lu ces trois auteurs qui, par hasard aussi, étaient toutes donc des femmes. Et il y a quelque chose qui m'avait vraiment accroché dans la forme chorale, peut-être d'en lire plusieurs, ça m'avait comme fait remarquer la certaine force que peut avoir cette forme. Et donc, en septembre 2016, quand j'ai commencé l'écriture, j'ai eu envie d'explorer, de voir si j'étais capable de construire une forme chorale à plusieurs personnages. Donc, je dirais que c'était trois trois autrices qui m'avaient donné envie d'explorer cette forme. Et j'avais lu Continue aussi, à explorer parce que c'est très réussi. Hein. Ouais. Continue à explorer. Il y a un autre aussi roman choral que j'avais lu quelques années avant qui m'avait marqué, c'était une autrice québécoise, Catherine Mavrikakis, c'est Les derniers jours de Smokey Nelson. Ça, j'avais lu ça, donc peut-être, je sais pas, au début de la trentaine, je me suis pas vraiment. Je pense que ça, c'était le premier déclic qui m'a donné envie d'écrire un roman de forme chorale. Et ça a couvé quelques années avant que tout d'un coup, un peu le hasard me fasse lire donc les trois autrices que j'ai nommées. Ouais, voilà. D'accord. Alors, il y a Mireille Lacroix de la Direction générale du Québec qui voudrait savoir, y a-t-il des différences ou des similarités dans la réception du texte par les Français et les Québécois? C'est une bonne question. J'ai encore de la difficulté à voir s'il y a des différences. Pour l'instant, je le sens. Je sais pas. Je ne saurais pas. Je sais que. Je sais un commentaire, par contre, par exemple, qui m'a marqué pendant la tournée promotionnelle. On était dans une librairie et il y a une libraire qui m'a dit que, donc, elle avait conseillé le roman à des clients. Et elle disait que donc, les retours qu'elle avait eus là, par rapport au livre, que bon, il y en avait beaucoup qui avaient apprécié le livre, mais elle avait des clients aussi qui avaient été comme choqués, choqués, en tout cas, un peu donc dérangés par la représentation de la sexualité dans le livre. Et j'avais trouvé ça intéressant. La libraire m'avait dit que pourtant, elle recommandait toutes sortes de livres où il est question de sexualité non consentie, donc agression sexuelle ou des viols ou donc des récits, des témoignages, des choses, et que quand qu'elle n'avait pas vraiment de retour donc négatif sur cette forme de représentation, de description de la sexualité donc non consentie, et que mon livre avait donc dérangé certains lecteurs, et elle disait que ça l'avait. En fait, elle avait fait le parallèle en fait, elle avait noté un peu peut-être l'ironie de la chose, puisque dans mon roman, elle trouvait que donc, la sexualité a quelque chose de joyeux, d'assumé, de consenti. Et j'avais trouvé ça intéressant comme commentaire. Et ça, c'est quelque chose qui est jamais. En tout cas, au Québec, j'avais jamais eu cette remarque-là que des lecteurs avaient pu être choqués. Je ne dis pas qu'ils l'ont pas été, mais c'est pas revenu jusqu'à mes oreilles. Et donc, enfin, mais je ne sais pas si on peut dire que c'est une différence. Je ne sais pas. Ben, c'est une bonne nouvelle. Si vous choquez, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que quelques personnes en France m'ont parlé de la liberté de mes personnages féminins et tout ça, puis peut-être un peu moins au Québec. En fait, en France, on m'a demandé si c'était comme typique au Québec, on fait des choses comme ça. Alors que. Et puis évidemment, mes personnages sont tous un peu limites, là. C'est pas. Donc, c'est ça. Borderline, c'est sûr. Mais Mot anglais. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est de bousculer les habitudes. Moi, je trouve qu'il y a des transgressions qui sont très bien décrites. Et moi, je trouve que c'est intéressant, justement. Je ne trouve pas que ça soit si choquant que ça. Peut-être que le choquant est un peu plus fort.
Mais après, je crois que c'est nécessaire. Les descriptions que vous avez faites justement de ces scènes, elles sont nécessaires pour expliquer le déroulé de votre roman. Moi, je l'ai pris comme ça, mais bon, après... Alors, j'ai une dernière question de Véro. Lauré, une des originalités du roman repose sur le choix de raconter une fresque familiale sous le prisme du rapport à la sexualité. Comment est née cette idée? Comme j'ai dit plus tôt, c'est vraiment un roman que j'écris sous le coup de l'inspiration. C'est pas un roman dont j'avais prévu d'explorer de façon... C'est pas très conscient, en fait, la première version, quand j'écrivais. J'étais vraiment inspirée, donc je créais des personnages et les intrigues apparaissaient. Moi-même, ça m'a pris plusieurs semaines avant de comprendre ce que j'étais en train de faire. Donc, c'était très instinctif. Je pense que ça jouait un peu au niveau de l'inconscient, les idées qui apparaissent. Ensuite, j'étais capable de voir ce que j'étais en train de créer. Mais je ne sais pas d'où est venue cette envie-là. On m'a souvent posé la question si j'avais fait beaucoup de recherches avant d'écrire le roman, parce que ça aborde différents thèmes sous des angles variés. Enfin, ça touche à différents domaines des sciences humaines, parfois les idées qui vont apparaître dans le livre. Et en fait, la réponse, c'est non. Je n'ai pas fait de recherche préalable pour écrire La trajectoire des confettis, mais j'ai plutôt eu l'impression, quand je me suis mis à l'écrire, que c'était un peu comme le résultat d'une quinzaine d'années de lecture, d'essais, de romans, de théories, de trucs qui touchent différents domaines de la connaissance. Et j'allais chercher donc ce que j'avais besoin pour créer, mais disons que c'était vraiment des lectures qui m'habitaient probablement depuis des années et qui ont surgi dans le texte. C'était mûr. Nathalie, je te rends l'antenne, j'allais dire, mais non. La parole. En tout cas, moi, je voudrais dire que tous ceux qui n'ont pas eu la chance de lire encore La trajectoire des confettis, il est toujours sur les tables des librairies. Vous pouvez l'acheter dans toutes les librairies de France qui font le clic et on va dire retrait, parce qu'on va parler en français. Donc, vous avez la carte sur le site de notre partenaire lecteur.com. Vous pouvez aussi acheter le livre de Marie-Ève sur la page de la rencontre sur notre site. Il y a un bouton à cet effet. Et vous pouvez aussi aller l'acheter chez nos deux librairies partenaires, donc l'Attrape-Cœur dans le 18e et la librairie Paris dans le 17e. Je vais remercier chaleureusement Marie-Ève d'avoir été avec nous pour parler de son roman. Adrien Bosc d'avoir été là pour nous expliquer comment étaient nées les éditions du Sous-Sol. Pour ceux qui ne connaissent pas les éditions du Sous-Sol, allez en librairie, demandez à votre libraire des livres qui ont été édités aux éditions du Sous-Sol parce qu'il y a des grosses pépites et c'est très intéressant. Avant de vous donner le mot de la fin... Je suis très preneuse de jours barbares. On mettra les références sur le site. Demain, on se retrouve à 19h avec Jérôme Arnaud Wagner qui a sorti un livre qui s'appelle Le guérisseur de cœur aux nouveaux auteurs. Marie-Ève, Adrien, je vous laisse le mot de la fin. Je vous souhaite, Adrien, une bonne soirée et Marie-Ève, une bonne journée puisque vous êtes à Montréal et qu'il fait jour chez vous. Voilà, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Hein. C'est très joyeux de pouvoir se retrouver ainsi malgré la situation. Bravo à vous d'avoir mené ça et créé ça. Marie-Ève, le mot de la fin. Merci. Oui, merci pour l'invitation, pour les questions sur ce livre. Le livre, mais oui, donc je suis bien contente d'avoir pu participer de l'autre côté de l'océan. Nous, on était ravis de vous avoir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et puis surtout, bonne chance à Marie-Ève pour le prix de Flore. Bonne soirée. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir.